Wakanda! Est-ce que vous connaissez le Wakanda? Eh ben c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais plutôt d'un empire africain qui a bel et bien existé et dont les coutumes étaient un peu situées entre mythe et réalité. Bienvenue sur ma chaîne Récits et légendes. Aujourd'hui je vais vous parler du Ouagadougou ou de l'empire du Ghana. Alors, pourquoi je me suis intéressé au Ouagadougou ? Eh bien tout simplement parce que depuis le début de notre ère, c'est la plus ancienne légende orale africaine que j'ai pu trouver. M'y intéresser m'a permis de démêler à l'image de cette histoire les quelques fondements de la spiritualité africaine, qui mêlent connaissance de la nature, communication avec les animaux et vénération des ancêtres. J'ai cependant trop peu de connaissances pour affirmer que c'était le premier empire africain. Je vous fais un résumé de cette histoire et vous laisserai juger par vous-même. Aux alentours du IVe siècle, un chef soninké qui se nommait Dinga Cissé est parti de Souna avec sa tribu en exploration de l'ouest. Souna qui est l'actuelle ville d'Aswan. Pendant de nombreuses années, il guerroya contre les peuples locaux qu'on nommait les Kakolo ou les Kagoro, peuple de chasseurs-cueilleurs. À la suite de ses pérégrinations, il accumula richesses, conquêtes et épouses. Et arrivé à un âge âgé, il décida de céder ses pouvoirs à ses fils. C'est le cadet Diabé Cissé qui devint le nouveau chef des Soninké. À la suite de son père, il décida de fonder sa nouvelle capitale dans la ville de Kumbi-Salé, qui devint la capitale du royaume du Ghana ou le Ouagadougou. Pendant plusieurs siècles, ce royaume sera gouverné par les Cissé. Ils auront pour coutume de sacrifier une jolie femme chaque année à un serpent géant afin qu'il leur garantisse la prospérité. Alors tout d'abord je me suis demandé qui était ce fameux Dinga Cissé. Personnage un peu mystique, un peu chaman, guerrier, chef de la tribu Soninké. Dans plusieurs récits, on ne sait pas vraiment dire d'où il vient, mais moi je me suis posé la question, et c'est le premier truc que je vais essayer d'élucider. Alors d'où vient-il ? Je me suis posé la question, et après avoir étudié les différentes versions proposées de ce récit légendaire, j'ai vu que dans chacune d'elles, Dinga venait de plusieurs endroits différents. D'après Diarra Sylla, le griot soninké dont j'ai plus ou moins retranscrit le récit, Dinga serait né en Égypte, dans la ville de Indi ou Findi. L'auteur M. Adam indique qu'il aurait un informateur marabout de Nyoro qui lui aurait dit que Dinga viendrait de la Mecque. Pour Delafosse, les parents de Dinga sont des descendants de Job, Salomon et de David, donc il rattache clairement les origines de Dinga à la Bible. Pour Charles Monteil, donc sa première version, il serait descendant de Salomon, puis dans sa deuxième version, il serait descendant de Suleiman qui est un persan. Alors pourquoi l'avoir fait venir de lieux différents alors qu'ils s'accordent tous à dire qu'il était soninké ? Quand j'ai commencé à relier tous les points sur la carte, j'ai supposé que Dinga pourrait être un descendant de l'ancien royaume de Saba. Vous allez me dire que c'est un truc imaginaire, que j'aurais pu dire que Dinga venait du Wakanda aussi, mais j'ai ma petite idée dessus et je vous en parlerai sans doute dans ma prochaine analyse qui parlera du royaume de Saba notamment et de la reine de Saba. Ensuite vient la question des dates. Parce que évidemment l'histoire orale, ça laisse pas des dates très précises. Donc j'essaie de me demander qu'est-ce que l'archéologie peut nous dire de ça. Si on écoute Diarra Sylla, selon lui, donc qui est griot traditionnel depuis plusieurs générations, le récit de Dinga daterait d'il y a plusieurs milliers d'années. Au vu des fouilles actuelles, c'est assez difficile d'en juger. Que nous dit l'archéologie à ce niveau-là ? En 1913, l'archéologue Bonnet de Mézières sera le premier à effectuer des fouilles dans la capitale de Kumbi-Salé. Et si l'on suit les légendes orales, cette capitale serait un lieu très enrichissant pour notre histoire. Mais à croire que les légendes orales intéressent peu les archéologues. Ce site est vite délaissé et les recherches non publiées. Jusqu'au jour où l'archéologue Sophie Berthier rend public une partie de son cahier de fouilles. Des datations carbone nous apprennent que certains objets trouvés à Kumbi-Salé dateraient aux alentours du 5e siècle au début de notre ère. Ce manque de volonté de s'appuyer sur les récits oraux peut être un petit peu problématique pour l'archéologie. À la fois je le comprends, c'est une méthode qui est peu scientifique, et pourtant qu'est-ce qu'on devrait faire ? Se dire que vu que c'est une histoire orale, complètement la négliger ? Eh ben non. C'est d'ailleurs le cas de François-Xavier Fauvel, qui est spécialiste de l'Afrique médiévale et qui parvient à retracer ce qu'était l'Afrique médiévale grâce à des analyses de documents ou objets échangés ou retrouvés de cette époque.
D'ailleurs, il a fait un livre qui s'appelle Le Rhinocéros d'or, et je vous conseille de le lire, ainsi que de voir ses cours qu'il propose au Collège de France, si vous voulez en savoir plus sur cette époque de l'Afrique médiévale. Ensuite, je me suis demandé sur quoi reposait un peu cet empire. Parce que bon, quand même, à cette époque, c'était censé être un empire très riche. Donc le roi s'appelait le Kaya Magan, donc c'est sans doute, dans certaines traductions, c'est le maître de l'or. Donc évidemment, c'est pour ça que les Européens, les Occidentaux après sont intéressés à cet empire, parce qu'il y avait de l'or. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors en effet, beaucoup d'or circulait à cette époque. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que les itinéraires de trafic et les échanges étaient très fluctuants. Et certaines légendes disent même que cet or était maudit et que seul le Kaya Mangan pouvait le manipuler. Tiens donc, c'est bizarre ça. Mais ce n'est pas la seule traduction que j'ai trouvée du Kaya Magan. Celle de Djarasila évoque plutôt maître du ciel, comme si ce roi, cet empereur, serait maître du ciel et de l'atmosphère entière. Ce Kaya Mangan possédait le pouvoir religieux et judiciaire, et était en rapport direct avec le serpent Bida. Il ne pouvait porter ni armes, ni aller à la guerre. Et l'organisation autour de lui était à partir de clans. Il y avait les 6 clans qui représentaient les Wagais, qui étaient une classe noble, et c'étaient les plus proches du Kaya Magan, puis les autres clans. Chaque clan avait ses geysers. Les geysers, c'est un peu comme une sorte de barde qui chantait les louanges à leurs souverains et en plus exaltait leurs hauts faits. En plus de ça, avec l'importance des traditions orales, ces bardes avaient pour vocation de conserver la mémoire des clans. Pour ce qui est de la population, c'est assez difficile de faire une estimation. Disons qu'ils n'avaient pas nos méthodes modernes de comptage, telles qu'on utilise aujourd'hui pour compter les manifestants par exemple. Certains s'y essaient et l'auraient estimé à environ 20 000 habitants au XIIe siècle. Pour se situer, Paris, à la même époque, aurait eu environ 25 000 habitants. Après ça, je me suis posé la question de la religion. Donc au final, qu'est-ce qu'ils avaient comme religion? Ils vénéraient un espèce de grand serpent, auquel, donc Bida, comme je raconte dans l'histoire, auquel ils devaient sacrifier la plus jolie des femmes. Ouais, ça craint un peu quand même, hein. Valait mieux être moche à l'époque. Et peut-être même pas femme. Enfin bon, maintenant ça a changé ou pas? Le premier homme qui sacrifia sa fille fut honoré par les siens. Mais bon, avec ma vision moderne et avec tout le respect que je dois à ces traditions, j'ai un peu de mal à concevoir cela. Donc pourquoi sacrifier une femme? Pourquoi pas un homme ou un animal ou une plante il y a plein de différentes manières d'avoir des offrandes. Mais à cette époque, la plupart des gens croyaient en l'animisme. Ils étaient tournés vers le culte des ancêtres et avaient de nombreux rituels comme celui de la pluie. Donc ce culte a perduré environ 8 siècles. Et c'est aux alentours du XIIe siècle qu'un homme qui ne voulait pas voir sa femme se faire offrir coupa la tête du serpent. Et ce depuis marqua la fin du Ouagadou. Donc ça, c'est ce qu'on leur raconte à l'oral. Mais d'après les sources écrites qu'on a, donc d'après les marchands et aventuriers qui étaient arabes, qui ont pu reporter leurs récits de voyage, la ville de Koumbi Salé serait tombée aux mains des Almoravides. Et ce qui marqua la fin du Ouagadou, ou l'Empire du Ghana. Donc voilà, c'était ma petite analyse sur l'Empire du Ghana, le Ouagadou. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires ou autres. Voilà, à bientôt.